Non, on est à 5B à Montréal. 5B, bon. Les numéros sont super importants à prendre en compte parce que c'est eux qui vont définir le calendrier de production que vous allez choisir en début de planification. Donc, si vous avez besoin d'effectuer votre production, vous avez besoin de faire une planification nécessairement en début de production. Montrez le livre. C'est quoi le livre? Donc, vous allez devoir... C'est le merveilleux livre d'Albert Mondor. Albert. Puis ça, je ne sais pas si vous le voyez, là, mon tableau de rusticité là-dedans. Mais c'est ça, c'est le livre d'Albert Mondor, Le nouveau potager. Mais c'est un livre pour le vin, puis surtout pour la culture en contenant. Mais en fait, c'est important d'en trouver une. C'est disponible sur Internet, les cartes de zones de rusticité. Mais c'est un élément important parce que c'est vraiment la plupart des plantes potagères qu'on va transférer au jardin, c'est des plantes tropicales, c'est des plantes d'origine tropicale. Donc, il faut vraiment considérer les zones de rusticité pour les transplants. Ça, vous pouvez l'avoir accès gratuitement sur le site des Écoumans. Donc, ils ont fait un super travail. Tantôt, pourquoi est-ce que je parlais de 6? C'est parce que vous allez voir, là, c'est pas tout le monde qui s'entend des fois sur les mêmes chiffres au niveau de la rusticité, mais si vous choisissez un tableau, le tableau va être construit en fonction de votre lieu géographique. Donc, vous cherchez l'île de Montréal et vous téléchargez le plan de production qui est en lien avec le chiffre, la zone de rusticité, qui est située à l'endroit géographique où est-ce que vous vivez. Si vous vivez plus au nord, nécessairement, vous allez avoir besoin d'avoir un plan qui est adapté à des chiffres qui sont beaucoup plus bas. Plus le chiffre est bas, plus c'est froid, plus la zone de rusticité elle diminue. Et donc, moins de temps de production vous allez avoir nécessairement. Donc, ça fonctionne avec nécessairement l'exposition lumineuse, puis l'exposition, si on veut, solaire en termes de chaleur. Là. Donc, le site des Écoumans est un très bon site. Là, si j'étais capable, je vous le montrais en live. Mais vous allez le trouver facilement si vous tapez là, calendrier de production, calendrier de semis avec le mot zone de rusticité. On en avait qui étaient plastifiés ici, ça se peut-tu? C'est ça. Donc, si tu veux juste me le tenir. Ouais, je pense que ça peut être compliqué. Comme ça. Là, on a zone 5 et 6, donc ça se porte bien à Montréal, mais il y en a pour d'autres zones aussi. Si vous êtes en Mauricie, si vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, nécessairement, vous allez tomber à 4, vous allez tomber à 2. Donc, vous allez voir que votre saison de croissance, elle est beaucoup plus courte. Et donc, elle ne vous permet pas nécessairement de mettre en sol, de planter vos plants au même moment de l'année que ce qu'on peut faire à Montréal. Donc, on est chanceux. Si vous êtes tous de Montréal, félicitations. Vous venez de gagner quasiment 2 mois de production de plus que tout le monde. Qu'est-ce qu'on va vérifier aussi au niveau du plan? On va être attentif à son stade de développement. Donc, on va s'assurer qu'il y a quand même un support aérien qui est suffisamment développé. Il y en a qui vont dire on va attendre à ce qu'il y ait à peu près 6 feuilles de formées avant de le mettre à l'extérieur. Ça peut être une moyenne intéressante. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de l'acclimatation, donc de l'endurcissement avant même de planter. Donc, on peut surveiller les températures au quotidien, puis les sortir une fois de temps en temps, quand c'est des belles journées au printemps, dès le mois d'avril. Donc, dans la journée, si on sait qu'on a des températures qui sont quand même assez clémentes, on peut lui donner un petit 2 heures, progressivement augmenter ce temps-là à chaque jour. Et bien évidemment, surveiller les températures de nuit parce que c'est là que ça fait fort. Et c'est là qu'on peut perdre nos plants durant l'acclimatation si on ne fait pas attention. Un gel à 0 est suffisant. Un gel à -1 est suffisant. Donc, il faut quand même être assez attentif à cette composante-là de la nature qui est vraiment impardonnable. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les abrier à l'extérieur, mais je pense que vu qu'on est dans un contexte d'agriculture urbaine, simplement des rentrées à l'intérieur la nuit, ça peut être beaucoup plus pratique. Je pourrais aussi vous parler au niveau de la plantation
des différents intrants qu'on peut penser utiliser. Nous, ici, en serre, on utilise un terreau qui est mycorhizé. Donc, pour les mycorhizes, ce que c'est, en gros, c'est un champignon qui va fonctionner en symbiose avec les racines. Donc, souvent, on peut acheter le terreau qui est déjà mycorhizé. Si vous êtes en smart pot, si vous êtes en pot extérieur, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Vous pouvez les acheter tout simplement à part. Puis, vous les rajoutez au moment de la plantation dans votre trou de plantation, dans votre espace qui vous convient. Vous prenez une poignée. Bien souvent, ils vont dire c'est quoi la quantité que vous devez utiliser. Ça peut y aller au poids, ils peuvent y aller avec une autre unité de mesure. Vous garochez ça là-dedans, vous plantez par-dessus, vous arrosez, vous devriez être correct. Il y a d'autres intrants que vous pouvez mettre, tout dépendant de votre type de sol. Ça, c'est peut-être un thème qu'on pourrait aborder un peu plus en détail si ça vous dit. Comment est-ce qu'on peut enrichir son sol avant la plantation au printemps? Ça peut être intéressant de voir comment on peut l'amender avec du compost. Dans la démo qu'on va vous faire, nous, on établit un seuil de compost à 10 %. Donc, pour 10 parties de sol, on veut 10 %, on veut une partie de compost. Donc, 10 %, de sorte à ce que le compost ne vienne pas surminéraliser notre sol, ne vienne pas créer non plus un effet antagoniste au niveau des racines, parce que le compost, c'est un élément qui est quand même assez salin à long terme. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut en rajouter pour la plante, mais on ne veut pas trop en rajouter au point où ça va lui nuire. On va vous montrer, c'est assez simple. Si vous avez un outil de mesure, une partie de compost pour 10 parties de sol, ou une partie de compost pour 9 parties de sol plutôt, 10 %. On a aussi un produit qui Lactisol. Donc, pour ceux qui connaissent le marché Frontenac, on en vend là-bas. C'est intéressant de s'en procurer. C'est quand même assez abordable. C'est homologué en culture biologique aussi. Il y a des producteurs qui vont mettre Lactisol directement dans le trou de plantation puis mettre le plant par-dessus. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais, mais je sais que c'est très commun en culture maraîchère. Cette formulation-là, elle est riche en azote. Donc, c'est intéressant en début de culture parce qu'on a besoin de stimuler la croissance foliaire. Mais il y a d'autres sortes aussi qu'on peut mettre en cours de mandat, qui est un Lactisol avec une autre formulation, donc qui a peut-être plus de potassium, plus de phosphore, et qui va nous aider au fil du temps à donner plus d'inflorescence et d'infrutescence, donc de fruits, de légumes. Mais en début de plantation, ce qu'on veut vraiment, c'est Lactisol vert, donc celui qui est plus riche en azote. C'est vraiment lui qui va donner un bon boost à notre culture en début de mandat. En début de mandat. Je suis en train de lire mes courriels en même temps. En début de plantation. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Toby, pour l'instant. Oui, peut-être que ce que je veux rajouter, là, c'est surtout que là, nous autres, la démonstration qu'on fait aujourd'hui, ça va être dans un terreau, dans un substrat qui est utilisé pour cultiver à l'intérieur. On peut utiliser aussi pour remplacer de la terre à jardin quand on va faire des smart pots dehors ou on va cultiver en pot. Mais généralement, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on montre là, c'est quelque chose qui se fait pour un contenant ou pour l'intérieur. Mais là, vu qu'on est en période de plantation au jardin, on est en période où est-ce que vraiment on peut... C'est toi qui vas rentrer. Okay. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en période où est-ce qu'à peu près toutes les plantes, même les plantes qui ont des besoins de chaleur, qui sont fragiles au froid, mais actuellement, on peut mettre nos tomates, nos poivrons, nos aubergines, tous les plants qui demandent plus une haute température du sol, qui demandent un 4 degrés Celsius dans le sol. Donc, toutes les solanacées, les tomates, les aubergines et tout ça, les poivrons. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que dans le fond,
ce qu'on fait aujourd'hui, c'est différent un peu de ce qu'on ferait en plein sol. Pas au niveau de la plantation, mais surtout au niveau de l'apport de compost et du mélange de terre. Le Max, tout à l'heure, il disait, nous autres, on va mettre 10% de compost dans notre mélange. Mais en fait, ce qui est important que vous sachiez, c'est que quand vous plantez un jardin, à chaque année, les végétaux qui sont plantés dedans vont épuiser un peu le sol. Donc, à chaque année, on doit récompenser pour l'année de culture précédente. Puis la norme, c'est de rajouter 2 cm d'épais de compost sur votre terrain de culture. Donc ça, c'est juste un bon truc. Vous pourrez vous souvenir de ça, qu'à chaque année, quand vous allez replanter, vous avez juste à ajouter 2 cm d'épais de compost égal sur la surface de culture, puis vous venez de récompenser les pertes de l'année précédente. Donc ça, normalement, c'est assez. Ça, plus un petit peu de Actisol, ça devrait faire la passe pour ouais, ça va faire la passe pour que vos plans s'établissent bien. Il y a juste, je regarde ici, Actisol VS fumier de cheval. OK. Ben, le fumier de cheval, là, je peux vous donner mon avis là-dessus. C'est juste qu'une formulation comme ça, comme un Actisol, je connais exactement mon ratio. C'est écrit ici 5-3-2. Donc, j'ai une bonne. Je sais que ce 5-là, ça veut dire 50%, en fait. C'est un pourcentage. Ça veut dire que 50% de ma composition va être de l'azote. L'azote, c'est ce dont j'ai besoin pour la croissance de mes plants. Tandis que sur un fumier, si j'achète un fumier comme d'un éleveur de chevaux, ben, c'est difficile pour moi de connaître le ratio exact. C'est pour ça que des fois, quand on a une formule solidifiée qui nous indique exactement quel est le pourcentage, parfois c'est plus pratique parce qu'avec un éleveur de chevaux, ben, son fumier, il va fluctuer, ça va être variable. Tout à fait. Actisol aussi, ce qui est intéressant, c'est l'homologation en biologique. Donc, si vous avez envie de cultiver en culture biologique, vous êtes sûr que vous avez une certification avec ce produit-là qui a été longtemps utilisé par pratiquement tous les producteurs en bio. Je vois les questions, on va y répondre au fur et à mesure, là. Mais c'est ça, juste pour terminer avec Actisol. Une chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau des brûlures au collet. Donc, toujours essayer de le mettre autour du plant. Puis, il y en a qui l'incorporent. Il y a des producteurs qui vont l'incorporer. Il y en a d'autres qui vont le laisser sur le dessus. L'important, c'est d'arroser au quotidien l'Actisol pour être sûr que les éléments nutritifs se fassent lessiver par l'eau pour être ensuite consommés par les racines. Le fumier de cheval, ça peut peut-être être intéressant, mais il faut voir c'est quoi la formulation d'un, puis c'est quoi l'homologation si vous voulez cultiver en biologique. Est-ce qu'il faut mélanger le compost ou on le laisse sur le dessus de la terre? Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est ça la question ici là, de Mini Jardinier. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que le compost, mon habitude à moi, c'est de garder le compost sur le dessus de la terre parce que quand je vais venir arroser et à lessiver les éléments nutritifs dans la terre, puis c'est une pratique que j'essaie de garder en général. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que si le compost se retrouve trop profond dans le sol, il y a moins de micro-organismes aussi qui peuvent aider à décomposer les matières utiles dans le compost pour les plantes. En fait, le compost, il ne faudrait jamais qu'il se retrouve plus profond que 10-15 cm dans le sol, parce que plus il devient profond, moins il est actif. C'est toujours bon, tu sais. Puis pour l'Actisol aussi, comme disait Max, quand on le met sur le dessus au pourtour du plant, quand on vient arroser, ça aide à incorporer dans le sol tous les éléments nutritifs. C'est ça. Vous disiez que certains jardiniers mettent l'Actisol dans le trou avant de transplanter. Oui. Est-ce que vous l'utilisez autrement? Oui, on l'utilise autrement. On pourrait le mettre directement dans le trou de la plantation.
Mais personnellement, j'aime ça le voir. Parce que ça nous donne une idée de combien de temps il va durer en surface. Ça nous rappelle aussi qu'on doit l'arroser. Parce qu'on a un système d'irrigation qui est automatisé ici. Donc, on pourrait l'incorporer puis facilement l'oublier. Quand il est là, il est apparent puis il pue. Fait que c'est un bon élément pour nous rappeler de l'arroser pour le lessiver. Je dis ça pue, c'est quand même... c'est pas du fumier frais, là. C'est du fumier qui est granulé, mais ça a quand même une odeur assez forte. C'est aussi une attention particulière qu'on peut porter si vous êtes sur un balcon, si vous êtes en jardinage urbain. Ça peut peut-être devenir agaçant pour vous, les voisins, si vos pots sont à côté de votre porte-patio. Une petite drave de vent sur l'heure du souper, là, vous allez vous en rappeler. Ah, excellent, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, on pourrait passer peut-être à la fumier de poule, odeur d'ammoniac. Oui. Peut-être avant de procéder à la démo, des choses à surveiller aussi avant la plantation. Donc, prendre en compte la densité. Donc, certains d'entre vous ont des smart pots qui vont être des pots qui vont être aménagés sur un balcon, dans une rue, dans une cour. Il y en a d'autres que c'est un espace jardin. Peut-être prendre en compte la densité parce qu'une erreur qu'on fait souvent en début de plantation, c'est qu'on se dit on veut couvrir toute la surface, on ne veut pas voir de sol, on veut tout de suite voir un beau jardin. C'est une erreur commune, c'est une erreur qu'on a tous fait, mais qui est coûteuse en bout de ligne parce que le plant, plus on lui laisse d'espace, plus il va grossir, puis plus il grossit, plus il produit. Donc, c'est un peu un sacrifice de dire qu'on couvre déjà tout le jardin au complet dans les débuts de plantation. Puis finalement, on se ramasse avec des petits plants chétifs qui donnent peu de fruits, alors que vous auriez pu en avoir quelques-uns qui vous en donnent beaucoup. Donc, ça, c'est un choix à faire. Il y en a qui vont préférer en avoir des plus petits, puis que ça produise moins, puis que ce soit plus dense, puis plus serré. Par contre, une des choses qui peut arriver, si c'est trop dense, on peut s'exposer à certaines maladies fongiques ou à certaines maladies reliées à un taux d'humidité qui persiste dans un feuillage qui est constamment collé ensemble. Donc, ça, c'est la première chose à surveiller. La deuxième chose, c'est nécessairement aussi les variétés. Parce que vous avez des variétés qui vont être plus grosses que d'autres. Vous pouvez avoir des plants d'aubergines qui sont normalement plus petites. Vous avez des plants d'aubergines qui sont peut-être plus gros. Même chose pour les tomates. Il faut prendre en compte, est-ce que c'est une variété déterminée ou indéterminée? Donc, c'est quoi le niveau de croissance? Et ça va pouvoir vous indiquer aussi c'est quoi l'espacement? C'est quoi le tutorage que vous avez besoin de faire? Et là, lisez aussi bien le nom des variétés. Parce que vous avez des cultures qui sont naturellement très grosses. Mais si le nom de la variété se termine par géante, vous allez devoir vous attendre à ce que ce soit encore plus gros. Et si c'est plus gros, que vous l'avez planté à une distance que vous attendiez normalement à ce que ce soit pour des variétés qui sont standards, nécessairement, ça va empêtrer sur les autres cultures, puis vous allez avoir des problèmes qui vont survenir avec la densité qui est trop élevée. Même chose aussi au niveau de la succession des cultures. Donc, si vous avez prévu avoir des cultures qui sont successives, peut-être prendre en compte qu'est-ce que vous allez mettre à chaque moment. On sait qu'il y a des cultures durant l'été qu'on peut facilement faire 2 ou 3 fois. Donc, peut-être prendre en compte quels sont les différents plants qui sont autour de ces cultures-là parce que, inévitablement, ce que vous allez récolter la première fois, les plants qui sont autour, pour votre deuxième ou troisième récolte, n'auront pas la même ampleur, n'auront pas la même densité ou le même diamètre. Donc, ça se peut que votre récolte soit plus compliquée par après. Donc, peut-être juste prendre en compte le stade de rendement. À quel moment, à partir de combien de jours est-ce que je vais pouvoir récolter cette culture-là? Et quel sera l'impact des autres cultures autour de cette culture-là? Juste voir, est-ce qu'on récupère les graines d'une tomate? Comment savoir si c'est déterminé ou indéterminé? Vous pouvez les récupérer.
surtout si c'est des semences qui sont biologiques ou des semences qui sont patrimoniales. Il y a certaines semences qui ne se récupèrent pas, qui sont plus difficiles, surtout dans tout ce qui est l'hybridation, là. Comment savoir est-ce que c'est déterminé ou indéterminé? Normalement, les variétés sont identifiées chez le semencier comme étant déterminées ou indéterminées. Vous allez le voir au moment de la commande, vous êtes sur Internet. Vous allez le voir normalement si l'ensachage est bien fait. Vous allez le voir sur le sachet. Ça va être mentionné. Est-ce qu'il y a une bonne référence pour la taille des pots? J'ai le truc pour ça. Est-ce qu'il y a une bonne référence pour la taille des pots par plante? OK. Une plante, là, dans un pot. Okay, j'en ai pas une. J'ai pas une petite plante avec moi, mais. Tu vas aller chercher un 3,5 pouces? Oui, ça serait pas pire, un 3,5 pouces. Max, il va aller me chercher une plante pour la démonstration, OK? Parce qu'en fait, pour la. Je suis obligé d'avoir un plan pour vraiment donner la bonne dimension. Oh, ouais. OK. OK, voilà. Donc, ça ici, c'est un plant de poivron qui est dans un, qui est dans un pot de 3,5 pouces. Ce que je veux que vous remarquiez surtout, c'est la taille de la motte de terre. La bonne mesure, ça serait de calculer la distance qu'il y a entre ma tige et le bord de ma motte ici. Je dois calculer, ici, je dois calculer 1,5 fois. À partir du bord de la motte, 1,5 fois. Ça veut dire que ça serait vraiment trop gros. Mais un pot d'à peu près ce diamètre-là, là, ça équivaudrait à peu près 1,5 fois la taille, 1,5 fois la distance qu'il y a ici entre ma tige et le bord de ma motte. Est-ce que ça répond à la question? OK. Yeah. Mon poivron est exactement comme celui-là. All right. Où trouver des pots noirs grands comme celui que vous avez? Je dirais dans un centre jardin, idéalement. Mais en centre jardin, on trouve vraiment toutes sortes de contenants. Là. Ces contenants-là, en fait, nous autres, c'est des contenants que souvent, quand des plantes nous sont livrées, si on achète des arbustes, on va récupérer ces plants-là. Il faut que je réponde. Oui, je m'appelle aussi. Ah, OK. C'est qui vous appelle? Bon. Tu peux répondre si tu veux. Faudrait à ton téléphone. Ah oui. On a un petit appel, mais je vais prendre le relais. Vous trouvez, il faudra prévoir de les changer encore quand ils seront plus grands. Oui et non. Puis ça, c'est une bonne question. Jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain stade, les cultures vont arrêter d'aller chercher du volume au niveau du sol. Je vais juste voir la question parce que je pense que ça se recoupe. On va prévoir changer encore. C'est ça, oui. Par exemple, le pomme grandirait. C'est ça. Donc, les plantes vont croître. Ils vont aller chercher du volume. Mais ultimement, il y a un volume maximal qui va être atteint au niveau du sol. Donc, par exemple, comme on a derrière moi, la culture, comment elle est faite, c'est qu'il y a des smart pots, il y a des pots qui ont été choisis en fonction des cultures qu'on fait. Si on parle de l'aubergine versus le concombre ou la tomate, l'aubergine a besoin de moins d'espace au niveau racinaire pour croître, tandis que la tomate puis le concombre, ben, je leur donne un 5 gallons de plus, donc à peu près 20 gallons pour chaque plant, c'est à peu près 75 litres. Les poivrons
ont été plantés dans du 15 gallons qui s'apparente à peu près à ce que Toby vous a montré tantôt. À peu près ça. Ça devrait être suffisant pour un plant de poivron durant l'été. Même chose pour les aubergines. Donc, on estime que le volume de terre, le volume de sol est suffisamment gros pour l'expansion racinaire, mais aussi c'est conditionnel à ce que vous leur donniez suffisamment de nutriments. Donc, c'est une étape qui est peut-être assez négligée par les jardiniers urbains, et ça peut être coûteux, on en convient, mais c'est quand même essentiel si vous voulez avoir une belle production durant l'été, au moins faire une fertilisation à l'actisol peut-être au moins une fois par mois, que je suggère. Quand sait-on s'il faut changer de pot? Vérifier le système racinaire. Essayez de sortir, on l'a vu avec le poivron, hein. Vous avez vu que la motte est cubique. Donc, les racines là, sont vraiment là, à côté. Ça ressemble à des ramen. Rendu là, ben, c'est le temps de transplanter. Ça ressemble à des ramen. C'est vrai, ça ressemble à... C'est tout pogné, tu sais. Puis là, ça manque d'oxygène, ça manque de nutriments. Donc, vous allez voir, des fois, le processus d'étiolement va s'opérer par lui-même parce que le plant va chercher à grandir, mais sa base va être trop petite pour sa croissance. Donc, cherchez à le transplanter au moment où vous voyez qu'il y a une bonne compaction racinaire et que la plante aussi commence à présenter des carences au niveau de l'oxygène, au niveau de l'eau, hein, parce que plus le système racinaire est développé, bien, plus il va boire vite. Donc, ça va sécher très rapidement. Ça, c'est un indice où est-ce que ce serait le temps de transplanter dans un sol beaucoup plus gros qui peut conserver plus d'eau, qui va donner un délai plus grand à la plante pour le boire. Doit-on privilégier la hauteur ou la largeur du pot? Ça dépend des systèmes racinaires. Ouais, ça dépend de votre espace aussi parce que l'important, c'est le volume, en fait, que vous allez lui donner. Que ce soit en hauteur, que ce soit en largeur. C'est sûr que les racines, nécessairement, ils aiment ça suivre la gravité. Comme la tige aussi va suivre la gravité. S'ils n'ont plus d'espace, ils vont s'étendre en largeur. Donc, ça prend quand même un minimum de hauteur. Si vous faites 1 km à 1 cm, je ne suis pas sûr que les plantes aiment ça. Si vous allez chercher des volumes qui sont quand même intéressants, on peut parler minimalement, moi je donne toujours un 2-3 pouces, mais ça c'est pour les verdures. Donc quand on va chercher des plantes qui vont donner des fruits, hein, des légumes, là on peut aller chercher un bon, minimalement je dirais 15 pouces là, facile, là, au niveau de l'épaisseur, au niveau de la profondeur, minimalement. Serait une bonne taille pour les tomates aussi, le 15 gallons, c'est-à-dire non. Peut-être plus le 20 gallons, mais ça vaudrait la peine de l'essayer quand même dans le 15 gallons. Vous allez voir. En fait, aussi, il faut penser à la variété déterminée, indéterminée. Si elle est indéterminée, nécessairement, sa croissance qui va être constante va la pousser à aller chercher plus de nutriments au quotidien. Tandis qu'une plante qui est déterminée, donc qui va avoir un stade déterminé, elle va s'arrêter à un certain moment, elle va nécessiter beaucoup moins d'éléments nutritifs, beaucoup moins exigeante au niveau racinaire. Donc, on pourra se permettre d'y aller avec un 15 gallons. Et si elle est indéterminée, moi, je suggère fortement un 20 gallons. Ça marcherait pour une petite tomate cerise, déterminée, oui. Là, ça marcherait. Mais ouais. Sinon, pour un plant de tomate indéterminé, c'est clair que ça prend du 20, du 25 gallons. Puis, en fait, aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que là, on parle beaucoup de culture en contenant, de culture en pot, mais au jardin aussi, c'est important l'espacement. Tu sais, un poivron, là, ça prend 1 pied carré de culture pour un poivron. Fait que c'est quand même important à savoir, puis ça affecte beaucoup le rendement. Parce que plus la plante va être amenée à s'enraciner correctement, à avoir une croissance où est-ce qu'elle est capable de prendre de la compétition pour la lumière, plus il va avoir de succès dans la fructification aussi. Ça veut dire au moment d'avoir des fruits, avoir des poivrons. Juste pour vous donner une idée comme ça,
un plant de concombre ou un plant de courgette, ça prend minimalement 1 mètre carré pour un plant. Donc, on a des plants qui peuvent vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est vraiment important à considérer aussi. Là, on parle de grosseur de contenant, mais au jardin, il faut essayer de respecter le plus possible les espacements que vous pourrez trouver dans des livres de jardinage, un peu comme celui d'Albert Mondor, par exemple, parce qu'il y a des mesures déterminées pour les espacements qu'on doit donner entre les plants. Pour chaque plante. Pour regarder ces infos de taille, de pot pour chaque plante, je vous dirais chercher sur Internet. C'est des informations qu'on a quand même acquis avec le temps puis qu'on s'est fait suggérer par des professionnels des contenants. T'sais, souvent, nous, ce qu'on a fait quand on a mis en place la culture de la serre, on a contacté des fournisseurs. Pour ce qui est des pots en jute comme ça, là, SmartPot, Micro-Habitat, sont habitués. Eux autres, ils ont des charts, ils ont des tableaux, ils vont vous dire qu'est-ce qui est le plus intéressant. Je sais que Micro-Habitat, ils ont fait un tableau qui est disponible en ligne et qui va vous donner exactement la quantité en gallons nécessaires par rapport à ce que vous avez besoin. Donc, si c'est des fines herbes, probablement en bas de 15 gallons, peut-être du 10 gallons. Là, si on monte avec aubergine, poivron, on tombe à 15. Si on monte encore avec des plantes plus exigeantes, on tombe à 20. Pour ce qui est peut-être des arbres, ben là, on va être à du 40, etc. Regardez Micro-Habitat avec les dimensions et les volumes nécessaires pour chaque culture que vous avez. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a un tableau, là, mais si vous faites cette recherche-là sur Google, je pense que vous allez tomber sur quelque chose d'intéressant. Pour transplanter dans la terre, est-ce qu'il y aura des hauteurs de plantes qui décident de ça, ou plutôt voir l'état des racines? Plutôt juste savoir s'il n'y a aucun risque de gel suffit pour les transplanter. Comme je disais en début, ce qui peut être un indice au niveau du transplant, c'est savoir si on est à peu près à 6 feuilles de développement. Donc, 6 feuilles, c'est à peu près, c'est une moyenne, là. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le volume de la plante. Vous allez voir le niveau d'enracinement normalement. Si vous êtes dans des multicellules, quand la plante commence à être très enracinée, ça peut être intéressant. Et nécessairement, toujours respecter la température. Ça, c'est la première règle. Peu importe c'est quoi le niveau de développement de la plante, peu importe si elle est très développée ou peu développée, si vous la mettez à l'extérieur quand il y a un gel, si c'est une annuelle, elle va mourir. C'est inévitable. Surtout des plantes qui sont sensibles au froid comme les solanacées, comme le basilic, comme les ochras. Donc, plus on se rapproche du zéro, plus ça va souffrir, puis plus il y a des dégâts qui vont se manifester sur le feuillage. Donc, c'est toujours la température, c'est toujours la première contrainte à prendre en considération. Après la température, le stade de développement de la plante. Aussi, peut-être une autre chose que je voulais mentionner, que c'est important de surveiller, c'est par rapport à votre environnement de culture et votre environnement que vous êtes. À quel stade êtes-vous prêt à vous investir dans votre jardin? Si vous êtes pour développer un système de tutorage, donc faire grimper vos cultures en hauteur, nécessairement, vous allez chercher plus d'espace de production. Parce que, comme le disait Toby tantôt, une cucurbitacée, que ce soit un melon, que ce soit une courge, que ce soit un concombre, va nécessiter 1 mètre carré en superficie de production. Mais nous, dans la serre, on est à peu près à 3 plants par mètre carré parce qu'on les tuteur verticalement. Donc, le feuillage nous permet, le tutorage vertical du feuillage nous permet d'aller chercher plus d'espace au niveau du sol. Donc, avant la plantation, ça peut être une bonne idée de se poser la question, est-ce que je suis prêt à donner de la superficie verticale à mes plantes? De quelle façon est-ce que je peux effectuer un tutorage pour être sûr de maximiser mon espace au sol et permettre à ce que
il y ait d'autres cultures qui s'installent aux côtés de ces cultures-là qui sont normalement exigeantes en termes d'espace. Pour de la course, Oui, oui, on peut. Oui. Oui, on peut. Oui, les cucurbitacées se tutorent très facilement de façon verticale, mais ça demande quand même un certain entretien au niveau du sol. Ça demande un entretien aussi si vous êtes un jardinier un peu plus aguerri au niveau de la taille. Nous, ici, on laisse 2 têtes à nos cucurbitacées, à nos concombres. Il y en a qui peuvent en laisser plus, il y en a qui en laissent juste une. Donc, c'est à vous de voir. Le tutorage, normalement, pour ce qui est des cucurbitacées, je vous suggère de prendre quelque chose qui est quand même assez solide parce qu'il va falloir vous attendre à ce que les fruits soient assez pesants. Quand je parle de fruits, là, je parle de courges, je parle de melons, je parle de concombres. On veut s'assurer que le poids ne va pas briser le support aérien. J'ai déjà vu des choses assez funky sur Internet. Si vous regardez sur YouTube, ils vont vous donner des trucs pour le tutorage puis le support des fruits. Juste comme ça, au niveau des melons, j'ai déjà vu des soutiens-gorge qui étaient attachés après chaque melon, puis après le tuteur pour être sûr que le melon ne vienne pas briser le plant. Mais ça, c'est propre à vous. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez essayer. Vous pouvez mettre ça dans des sacs de plastique. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez essayer. Le fruit n'a pas besoin nécessairement d'une exposition à la lumière. C'est surtout le feuillage qui a besoin de faire sa photosynthèse. Est-ce que... Il y en a un autre. Ah, ouais, ouais. Il n'avait que 3 fois. Il n'aime pas les transplants, les pois. Non. Non, la question sur les pois, là, au jardin, c'est beaucoup mieux de planter les pois en semi-direct. Ça veut dire de ne pas les prendre comme plants et de les transplanter au jardin. Les pois, ils détestent la transplantation. Des fois, c'est assez pour les tuer. Oui. Ouais. Tout à fait. On a la même problématique ici. Ouais. Donc, si on a assez de semences, on va se permettre un semis à l'intérieur. On va se permettre un semis en multicellule, mais on va aussi le refaire après ça en plein sol. De toute façon, dites-vous que le taux de germination, c'est assez élevé là, avec les fabacées, avec les pois, avec les haricots. Donc, il n'y a aucun risque à faire ça en semi-direct au jardin. Le taux de germination est bon. Et en plus de ça, la croissance est rapide. Donc, vous pouvez avoir des haricots là, à l'intérieur d'un délai qui est très, très raisonnable si vous semez, vous attendez que la température soit assez clémente. Tout à fait. Ouais. Oui. Ouais, la question que vous posez, Aïcha, tout le monde, les haricots aussi, OK, c'est de la même famille. Les haricots, moi, j'aime mieux les mettre en semi-direct au jardin, mais comme disait Max, là, ils vont avoir amplement le temps d'être amenés à maturité pour pouvoir avoir une bonne récolte. Mais les haricots, c'est pas la même problématique qu'avec les pois. Les pois sont vraiment sensibles à la transplantation. La transplantation, ils aiment tellement pas ça qu'ils peuvent en mourir. Mais avec les haricots, on n'a pas la même problématique. On peut prendre du haricot nain qu'on a parti en serre, puis le mettre au jardin, puis il n'y aura pas de problème. Là, elle dit qu'il reste 20 minutes. Oui, OK. Il reste 20 minutes. Vous pouvez continuer à nous écrire des questions, mais on pourrait procéder avec la démo. Puis, au fur et à mesure, on vous répondra aux besoins. Super, mais vous pouvez faire la démo, puis je poserai les questions si vous voulez, les boys. OK. Right. Yeah. Bon. Donc, je vais essayer d'écrire un peu ce que Toby est en train de faire.
J'espère que vous voyez bien. Je vais descendre ça un petit peu. Donc, on utilise un sol qui est un terreau qui est Promix. Donc, Promix mycorhizé, on a déjà parlé tantôt là, des mycorhizes. Donc, ce n'est pas un élément qu'on a besoin de rajouter, mais que vous pourriez rajouter dans votre terreau. J'ai parlé aussi du compost, donc 10 donc une partie de compost d'une chaudière. Nous, c'est des chaudières de 2,5 litres. Donc, une partie de compost pour 9 parties de terreau pour atteindre notre ratio de 10 je parlais de la salinité du compost. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on veut quand même limiter la présence du compost dans notre terreau, mais on veut qu'il y en ait pour donner une chance aux plantes de bien s'enraciner dès la plantation. J'en mets le compost sur le dessus aussi. Tu mets le compost sur le dessus? Ouais, tu veux que je l'incorpore dans le terreau? Oui, ben, ça peut être, tu peux l'incorporer dedans ou tu peux le mettre par après. L'autre chose aussi, que Bi va probablement mouiller le terreau, hein, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce qu'on veut mouiller le terreau au début de la plantation? Parce qu'on veut s'assurer que le volume de terre qu'on utilise soit représentatif de qu'est-ce qui sera quand il sera humide dans notre pot. En opposition à qu'est-ce qu'il est quand il est sec, le volume peut être beaucoup plus dilaté, il peut être beaucoup plus en expansion. Donc, ça ne nous donne pas nécessairement une idée juste de qu'est-ce qui va se retrouver dans notre pot. Donc, le fait de le mouiller, ça va nous éviter de faire différentes tâches répétitives. On va remplir notre pot une seule fois. On va avoir une bonne idée de c'est quoi le volume qui est dans notre pot. On va pouvoir faire la plantation sans nécessairement avoir besoin de rajouter de la terre par après. On utilise des bacs de plastique pour le mélange. Idéalement, ça pourrait être des bacs plus gros, mais en même temps, c'est des grandeurs qui sont standards ou qui sont le plus accessibles pour quelqu'un qui fait du jardinage à la maison. Est-ce que le bac bleu qu'on voit qui a des trous de drainage, il y en a qui peuvent avoir des trous de drainage, ça peut être intéressant. Normalement, les trous de drainage ne sont pas nécessaires parce que si vous appliquez le truc là, de la poignée de terreau qu'on serre, on humidifie notre terreau, on lui touche. Du moment que le terreau commence à dégoûter quand on le serre, quand on le compresse dans notre main, il est assez humide. En fait, on ne devrait pas nécessairement arriver au stade où on a un ruissellement quand on le serre. Là. On veut à peine quelques petites gouttes. Là, ça nous donne une bonne idée de l'humidité optimale qu'on cherche à avoir quand on fait une plantation. Où trouve-t-on... On veut juste qu'ils prennent comme ça, qu'on soit capable de faire une motte avec notre terreau. Ouais. Ça fasse une motte compacte, mais il n'y a pas d'eau qui s'écoule. Exactement. On veut que ce soit un peu le stade pâte à modeler. Où est-ce qu'on peut trouver du compost, du terreau, centre-sud, sans voiture? OK. Je vais la redire là, pour le vidéo. Où est-ce qu'on peut trouver du compost dans le centre-sud? Il y a certaines compagnies qui vont vous livrer. Il y a certains centres jardins qui vont être prêts à faire la livraison. Présentement, pour être bien honnête avec vous, là, le terreau, le compost, je ne suis pas trop sûr, mais le terreau, c'est ça. On est en pénurie. Même nous, on a la difficulté à s'en procurer. C'est un peu une chance qu'on ait passé notre commande avant la crise. On a réussi à en racheter un petit peu par après. Mais c'est compliqué pour l'instant. Je vous suggérerais de faire le tour des centres jardins par appel. Évaluer avec eux, est-ce qu'ils peuvent vous livrer? Évaluer les coûts aussi, parce que vous pouvez en acheter en plus grosse quantité. Ça peut vous sauver un certain montant. Puis, regardez les centres jardins, regardez les pépinières, regardez les magasins spécialisés aussi. Peut-être les meilleurs endroits qui peuvent vous fournir. Mais dans le coin, je vous dirais, c'est centre-sud, ça peut être assez difficile. Normalement, à la serre, on organise une vente d'intrants, donc de terre, de compost, d'actisol, une fois par année au printemps. Cette année, ça a été plus difficile.
Mais normalement, chaque année, on devrait pouvoir effectuer cette distribution d'intrants-là sans problème. Bon. Max confirme qu'il n'y en a plus au marché solidaire. Hein? C'est vous, à la serre, il n'y en a plus? Il n'y a plus de terreau, il n'y a plus de compost, mais Okay. on a beaucoup de salsa. Ah, puis parenthèse, l'Actissa, c'est à base de fumier de poule. Puis le fumier de poule, les écureuils n'aiment pas ça. Donc, c'est un 2 en 1 plus-value pour votre jardin. Ouais. Donc, Toby a rempli son pot. Veux-tu le remplir plus ou c'est correct avec ça? On a une idée, peut-être de... Ouais, pour la question sur le terreau de rempotage, oui, ça peut faire la job. Idéalement, peut-être une des choses qu'on peut surveiller là, dans les terreaux, Canadian Tire, ça doit déjà être un petit peu meilleur qu'au Dolorama parce que je sais qu'il y a pas mal tout le monde en vente. La chose qu'on doit surveiller quand même, c'est la compaction de la terre. Parce que souvent, on va vous donner de la terre un peu cheap, un peu compacte. Donc, assurez-vous qu'il y a quand même assez de perlites à l'intérieur, les petites granules blanches, là, pour s'assurer que quand vous allez transplanter, votre sol ne soit pas trop compact, que les racines puissent continuer à respirer puis se faire un chemin dans votre sol pour consommer les éléments nutritifs. Puis oui, évidemment, si vous partez avec un sol qui est peut-être un peu plus boboche que ce qu'on a l'habitude d'utiliser, bien, le fertilisant va devenir un appoint intéressant tout au long de l'été. Ça, oui, tout à fait. Il y a un autre point qu'il faut que je rajoute par rapport à ça, c'est que dans les centres jardins, puis surtout Canadian Tire, ils vont essayer de vous vendre de la terre noire. La terre noire, c'est pas bon. Tout le monde fait « Ah, c'est la bonne terre, elle est noire, la bonne terre noire. » Non, c'est pas bon. Parce qu'ils jouent sur les termes. Tu sais, terre noire, souvent, ce que ça va être de la terre qui a été utilisée en agriculture, mais qui est vraiment usée et qui n'a plus de nutriments dedans. Fait qu'idéalement, il faut vraiment y aller pour terreau ou terre à jardin. Tu sais, si ça dit terreau, terre à jardin, terre de plantation, c'est tout correct. Mais terre noire, là, habituellement, il y a des gens qui l'utilisent, par exemple, des gens dans les compagnies d'horticulture, ils vont l'utiliser juste pour combler le sol, pour essayer, tu sais, un endroit, par exemple, où la terre était trop compacte, ils ont fait un aménagement paysager, quelque chose, ils vont mettre de la terre noire, puis après, par-dessus ça, ils vont venir remettre du compost quand ils plantent des arbustes, par exemple. Mais pour des particuliers, des gens qui veulent planter des plantes potagères en pot, allez-y pour de la terre à jardin. Voilà. OK, fait que je continue à... Ouais. Ouais, d'accord. OK, on a 10 minutes. Ben ouais. Donc, première étape, on sort notre plan du pot. Là, on va peut-être... As-tu fait un trou? Je vais juste le montrer comment tu as fait le trou. Ouais, c'est ça ici. Je ne sais pas si on peut voir bien, mais en passant à la caméra, là. C'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou à la main comme ça. Parce que ce que je veux m'assurer, c'est que quand je vais mettre mon plan, je suis capable. Puis j'ai fait une petite assise. J'ai fait une petite assise plate dans le fond. Comme ça. Pour faire que... Attends, là, c'était peut-être un petit peu trop. Si on était pour mettre de l'actisol ou des mycorhizes, on les mettrait comment? Ah oui, si on mettait de la mycorhize de plantation, la mycorhize de plantation, je la lance au fond de mon trou. Puis si je mettais de l'actisol aussi, je la lancerais au fond du trou. Où est-ce que j'ai ma petite assise, où est-ce que mon plan vient s'asseoir ici. Puis là, l'autre chose qui est importante, c'est que ce que je veux, c'est que quand je fais mon petit trou comme ça, où je vais venir asseoir ma plante, je veux qu'il puisse tenir droit. Puis le plus important, c'est que le collet ici, la jonction entre la tige aérienne et le sol, je veux que ça arrive au niveau de mon sol. Ça, c'est ça qui est important. Fait que là, quand je vais planter, je viens mettre une petite pression comme ça. Parce que ce que je veux, en fait, je vais sortir le plan pour la démo, mais ce que je veux, là, c'est vraiment que la terre vienne se coller complètement sur ma motte. Parce que s'il y a des jours ici,
s'il y a des jours où il y a de l'oxygène, ici autour de mes racines, les racines ils arrêtent de pousser. Ils vont pousser quand ils vont toucher un sol humide, là, ils vont se développer là-dedans. Fait que là, j'ai un peu tout défait ma job de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je viens remettre mon plan, comme ça. Puis là, c'est ça. Là, ma tige va arriver, mon collet va arriver au niveau du sol. Ce qui est important en pot comme ça, c'est qu'il ne faut pas trop compresser le terreau. Le fait de compacter, ça va faire qu'il n'y aura pas assez de circulation d'air puis d'eau non plus. L'air et l'eau vont mal circuler. Puis ça, c'est vraiment les deux principes physiques qu'on a vraiment besoin pour les racines. On a besoin des micropores et des macropores. Ça veut dire qu'on a besoin des petits trous qui laissent passer l'eau, des petits trous qui laissent passer l'air. Parce que la plante a besoin autant d'oxygène que d'eau dans le sol. Fait que là, juste de placer ça comme il faut. Puis, ce que je veux aussi, moi, je viens taper une fois. Là, j'ai tapé deux fois, mais habituellement, une fois, c'est assez. Habituellement, de taper une fois comme ça, c'est assez pour compresser vraiment légèrement. Tu sais, mon sol est encore meuble, il n'est pas trop compressé. Puis, ce qui est important aussi qu'on voit ici, c'est que mon collet est au niveau du sol. Je n'ai pas enterré la motte, je n'ai pas mis de terreau par-dessus la motte qui était existante au départ. Là, ici, j'en ai peut-être laissé un petit peu plus que ce qu'il faut, là. Mais moi, j'aime ça laisser un espace. Ici, on appelle ça un collet d'arrosage. Parce que ce qui est important, c'est que des fois, les gens pensent que quand on arrose seulement une seule fois, puis que là, l'eau va aller sur ma plante. Mais si, par exemple, le terreau arrive trop haut, puis ma plante est trop au niveau du bord de mon pot, bien, ça va ruisseler sur les côtés. Je ne pourrais pas avoir une accumulation d'eau qui va se faire, puis qu'après ça, ça va percoler dans le sol. J'ai pas lu la question parce que... On va juste se rassir un petit peu. Ah, qu'est-ce qui arrive si on met de la terre par-dessus le collet? Ben, ce qui arrive, c'est que ça fait pourrir le plant. Ça risque de faire pourrir la partie de la tige qui n'est pas habituée d'être dans la terre. Ça peut faire de la pourriture. Moi, j'avais vu dans un autre atelier que les plants de tomates, on pouvait peut-être les coucher un peu Oui. jusqu'aux premières feuilles. Fait que là, ça, c'est... Mais Amélie, les plantes de tomates, là, c'est différent de toutes les autres plantes de ce côté-là parce que sur sa tige, elle a plein de petits poils. Ouais. Un de ces poils-là, c'est des pseudo-racines. Ça veut dire que dès qu'ils entrent en contact avec la terre, ils font comme quelque chose qui ressemble à un petit bouton. Puis là, après ça, ça sort des racines adventives de ça, puis ça pénètre dans la terre. Fait que la plante tomate, on peut l'enterrer là, beaucoup plus haut. On peut enlever 2 tiges du bas, même parfois 3 tiges du bas, puis on l'enterre à peu près de ça de plus que son collet. Disons que son collet est là, sur sa tige, on peut l'enterrer jusqu'ici, là, un plant de tomate. Ouais, c'est ça. Je regarde juste si on voit... Je crois qu'on va être plusieurs à déterrer un peu nos poivrons. C'est ça. Okay. Ben, dites-vous, il n'est pas trop tard. Si vous étiez à la moitié de l'été, ça, c'est un des éléments que je voulais amener aussi. Hey, attends, je n'ai pas fini. C'est super important. Il faut arroser tout de suite. Oui, c'est ça. Je vais juste venir répondre à la question. C'est plus une affirmation. C'est que si vous avez moffé votre coup à votre plantation, écoutez, si vous êtes à peu près à une semaine d'avoir planté, là, il doit rester, ça doit faire à peu près une semaine. Donc, le niveau d'enracinement ne doit pas être à son meilleur encore. Si vous avez des changements à faire, il n'est pas trop tard. Puis, si vous avez un peu de terre enlevée aussi, il n'est pas trop tard. Il ne devrait pas avoir eu trop de dommages, trop d'enracinement. Donc, c'est toujours possible de remoduler son jardin une semaine ou deux là, après l'avoir planté. Un des éléments que Teddy voulait parler, tout de suite après la plantation, qu'est-ce qu'on fait? L'arrosage. Donc ça, c'est un incontournable. De toute façon, vous allez le voir très rapidement.
tout de suite après avoir planté, les plantes sont en stress hydrique dans la grande majorité des cas. Donc, ce qu'on peut faire, même avant de planter, c'est d'arroser nos plants. Vous allez voir que pour certains, si le niveau d'enracinement n'est pas optimal, au moins, ça va vous donner une chance, la motte va se tenir un petit peu plus. Puis, ça va lui donner un bon petit coup au moment du transplant. Il va être dans un stress hydrique beaucoup moins élevé. Mais malgré tout, on réarrose quand même le terreau juste pour être sûr, parce qu'on sait que le système racinaire, dans son ensemble, a été exposé à l'air. Donc, il va nécessairement entrer dans un petit choc, là. Surtout si c'est à l'extérieur et que vous ne l'avez pas sorti, vous ne l'avez pas acclimaté. Raison de plus pour essayer de le dorloter le plus possible. Oui, j'en ai pas d'ouvert encore, mais on peut l'ouvrir. Donc là, dans l'idéal, vous metteriez un petit peu d'Actissa sur le top? On pourrait, ou dans le trou. J'ai transplanté un lilas et j'ai déjà aperçu une limace qui vient un petit poche entouré de coquilles d'œufs concassées. Mais combien ça va tenir ces coquilles avant que je dois en mettre de nouveau? Avez-vous d'autres conseils pour les limaces? Moi, j'en ai, si je peux me permettre. Les coquilles d'œufs, ça ne sert absolument à rien parce que la limace est comme engluée dans sa petite glu, puis elle passe par-dessus. Ce serait faire des petits bols de... Ma mère a fait ça, là. Des petits bols avec pot de yogourt avec la bière dedans. Ils vont se noyer dedans. Oui, la bière, oui. La bière. La bière, oui. Ah ben voilà, Nathalie aussi est d'accord avec le conseil de la bière. C'est sûr aussi, dépendant de la grosseur du lilas, mais si vous avez des plants, les limaces, ça peut s'enlever à la main. C'est une possibilité. Là. Je sais que c'est pas toujours le fun, mais c'est quelque chose qui peut se faire avec des petits jardins. Puis les enterrer, les pots, là, quand on dit les enterrer, les pots, c'est que pas même avec une vieille canette qui a un fond de bière, c'est vraiment pas grave. Le but, c'est juste d'enterrer ta canette au niveau du sol. Fait que la limace, elle passe et elle peut vraiment rentrer dedans. T'sais. Ils sont pas capables de sortir. Ils aiment trop la bière, ils se noient dedans. Hey, super! Les gars, est-ce que vous avez d'autres conseils que vous aimeriez partager pour cet atelier de transplantation? Je pense que ça fait pas mal le tour, mais demain, on pourrait se donner rendez-vous à la même heure. Puis on pourrait répondre vraiment à l'ensemble des questions, peut-être plus précisément, sans toucher au thème de la plantation, mais vraiment at large. Quelles seront vos questions? On sera là pour y répondre. C'est ça, exactement. Donc, demain à 14 h, il faut s'inscrire pour demander le lien Zoom avec les coordonnées de la SEM. Vous pouvez écrire à info@semmontréal.org pour avoir le lien. Max va être là et Toby pendant 1h30 à peu près. Puis oui, ce Zoom-là, tous les Zooms, en fait, vont être enregistrés et on va les diffuser via Cultiver Montréal. Puis notre quartier nourricier, bien sûr, aussi, on va les mettre sur notre plateforme Internet, donc ça va être accessible. J'ai juste pas... Peut-être pas cette semaine, ça va être peut-être plus la semaine prochaine. Donc, voilà. Si vous avez le goût de partager des commentaires, allez-y sur Facebook ou nos réseaux sociaux. Là, j'ai mon système d'alarme qui part, fait que je vais fermer mon micro. Je vous souhaite une belle journée. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. À demain. Salut!